nous, d'une manière générale, nous sommes pour la diminution du temps de travail, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année et dans la vie avec la retraite. Ça, c'est la règle générale. Nous faisons la démonstration que toutes les réductions de temps de travail aboutissent à une augmentation de l'emploi et à une mise au vert de tous les comptes sociaux, ainsi que l'a démontré la gestion par le gouvernement de Lionel Jospin de la réduction du temps de travail à 35 heures, et ainsi que l'ont démontré les précédentes avancées dans ce domaine, notamment après 1981. Mais le régime que vous qualifiez d'insupportable, c'est-à-dire les fameux 13 régimes spéciaux qui existent en réalité, pour nous, c'était une préfiguration de ce qu'on espérait pour toutes les professions. Et je réponds aux collègues qui viennent de s'exprimer. Évidemment que c'est très difficile de décrire un critère de pénibilité qui vaudrait du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour n'importe quelle profession, et que, par exemple, le geste porter une charge aurait le même sens dans tous les métiers. Ce n'est pas vrai, et sur ce point, je vous donne raison. Il y a donc une évaluation à faire. Mais c'est précisément ce qui se faisait branche d'activité par branche d'activité et qui a permis de conclure les régimes spéciaux prévoyant un arrêt du travail et un passage à l'âge de la retraite plus tôt pour certaines branches, et personne n'a jamais proposé que d'autres partent plus tard. Et nous ne le proposerons jamais, ni que certains partant plus tard pour compenser ceux qui partent plus tôt. Non. C'est la productivité et les gains de productivité qui améliorent la part de richesse qui peut être consacrée dans la répartition entre capital et travail, au salaire et du coup aux cotisations sociales. Telle est la règle générale d'organisation. Collègues, avec ce qu'on vient de décider de supprimer à propos des régimes spéciaux, c'est tout un pan de l'histoire sociale du pays qui est abrogé. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Écoutez-moi. C'était une évaluation sérieuse qui était faite. D'habitude, c'est vous qui vous gargarisez avec les partenaires sociaux. Moi, j'y crois pas à ce type de partenariat social. Mais le MEDEF en est lui-même à vous dire que c'est une erreur d'évaluation que vous faites, parce que dans le passé, s'ils ont signé ces compromis qui ne nous étaient pas favorables, c'était quand même des compromis. Évaluer la pénibilité du travail, c'est ce qui doit se faire par branche, c'est ce que vous demandent les branches patronales. Pas seulement les branches ouvrières. Merci. Mais ce n'est pas en abolissant avec les poings cette question que vous réglez le problème de la pénibilité au travail. Merci. Pour faire suite à la remarque que fait un collègue après l'intervention du ministre sur la manière de regarder la distribution du temps libéré. Le collègue dit je serais d'accord pour que l'on travaille davantage dans la force de l'âge, moins le reste du temps, etc., etc. Et nous, collègues, nous posons le problème de la manière suivante. Si vous observez la tendance sur 2 siècles, 1 heure de travail de 1830 à aujourd'hui, elle produit 25 fois plus aujourd'hui qu'à l'époque. Si vous prenez la nécessité de temps de travail global sur 1 siècle, ça réduit de moitié entre le début du XXe siècle et la fin. Ce qui veut dire que pour produire une quantité de richesse 10, 20, 40 fois supérieure si on se reporte à 2 siècles en arrière, 20 si on se reporte au siècle précédent. Ça veut dire qu'on a augmenté la quantité de richesse produite tout en diminuant le temps de travail nécessaire pour les produire. Ne nous occupons pas des détails, ne regardons que ces 2 masses. Donc la question de la diminution du temps de travail ne veut dire qu'une seule chose, c'est la répartition du temps libéré par l'activité des machines et des processus industriels qui permettent de produire davantage en moins de temps. Et il est normal que du point de vue de la civilisation humaine, on aspire à cette diminution du temps de travail réclamé de chaque personne. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ou bien nous allons considérer que nous avons affaire à une malédiction qui détruit de l'emploi, ou bien nous considérons que c'est un bienfait qui réduit la nécessité du temps de travail pour produire des richesses plus grandes. Et donc, c'est ce temps libéré qu'il s'agit de se répartir. Ce temps libéré prend la forme d'une répartition entre soit des salaires, soit des dividendes. Il n'y a pas d'autre issue pour ce qui est produit. C'est pourquoi, hier, je disais qu'une formule qui était un raccourci, que c'est une affaire de lutte de classe. Eh bien, la question des retraites est au cœur de cette affaire. Vous pouvez diminuer le temps de travail exigé de chaque personne parce que les progrès du machinisme, les progrès de l'intelligence artificielle permettent de réduire l'effort humain réclamé par la production de richesse, à supposer qu'elle soit toute utile. Merci. On demande la suppression de l'alinéa au motif qu'il repose sur l'argument de la soutenabilité économique. Alors, je suis désolé, collègue Lescure, mais je ne fais pas de leçon d'économie. Je suis un modeste spécialiste de l'humanisme au XVIe siècle. Ça n'a aucun rapport.
Mais j'ai quand même appris au long de ma vie que on ne pouvait pas discuter d'économie sans parler du travail qui produit la richesse. Il me semble que c'est une règle de base. Là, on traite à nouveau de la non mais, ami, la soutenabilité économique sur la base de quoi? Non mais, je sais que tu veux évoquer le capital, mais à nos yeux, à nous, le capital, c'est que du travail accumulé. C'est du travail accumulé et qui a été pris gratuitement, car la part du travail qui n'est pas rémunérée en salaire et qui n'est pas investie en matières premières ou en murs, c'est la part du travail, de la richesse produite gratuitement, accumulée par une des deux classes. Non mais chacun, oui, c'est pas de l'économie ça, c'est du matérialisme historique appliqué à l'économie. Donc là, voilà, mais c'est pas grave de s'entendre sur les mots, au moins on sait de quoi on parle. Bon, on parle pas de... Seul M. Mélenchon a la parole. Merci. Donc voilà, Monsieur Lescure, ça n'est pas du tout dans l'intention de donner des leçons à qui que ce soit, c'est juste de préciser comment les mots sont employés et quelle vision sur l'économie. Donc ça nous permet de parler des mêmes choses. Bien. Alors, là, la soutenabilité économique dont il est question dans cet alinéa, c'est une soutenabilité comptable. Ce n'est pas une soutenabilité économique. Ça veut dire la règle d'or, la règle de l'équilibre financier. Mais la règle de l'équilibre financier n'existe pas par elle-même. Elle n'existe qu'en relation au partage qui s'opère entre le capital et le travail sur la richesse qui est produite. Et voilà la raison pour laquelle nous ne croyons pas à ce critère. Si vous nous disiez, nous indexons la progression de la somme qui est mise à la disposition des retraites, les fameux 14,5, à proportion de la progression de la richesse produite, à ce moment-là, on pourrait dire on peut s'accorder. Parce qu'on dirait la société humaine produit davantage et une partie de ce surplus est dédiée au temps de la retraite. Ça a un sens civilisationnel, tandis que ce qui nous est proposé est seulement un sens comptable. Et sans vouloir faire le donneur de leçons, je vais y revenir tout à l'heure, mais les dernières diminutions du temps de travail qui ont été faites, ah non, moi je ne donne pas de leçons, je propose des convictions, on en fait ce qu'on en veut. Merci, Monsieur le Président. Alors ce sera pour tout à l'heure la suite. Vous allez être convaincu, collègue Lescure. Un échange s'est interrompu du fait de différents incidents. Je le reprends à l'endroit où il se trouvait. J'ai dit que l'évaluation économique était plus intéressante que l'évaluation comptable. Et c'est le sens de l'amendement qui a été déposé qui a été présenté par mon collègue Coquerel. Notre collègue Lescure avait l'air étonné de mon propos. Et d'ailleurs, ça faisait écho à une autre remarque d'un autre collègue disant « Vous ne pouvez pas demander au régime des retraites de régler toutes les questions d'inégalité du pays. » Non, toutes non, bien sûr que non. Mais un certain nombre, et même un grand nombre, oui. Et en particulier, celles qui frappaient les générations arrivées à l'âge de la retraite. On peut régler les inégalités qui se constatent à ce moment-là par la manière d'organiser les retraites. Et je disais que ce n'était rien d'autre que de répartir la quantité de richesse qui est produite entre capital et travail, on va supposer que le retraité, évidemment, est inclus dans le travail, que de discuter de la part qui y revient. Voilà, point. Alors, vrai ou faux? Ça a un rapport avec l'équilibre durable économique. Lorsque nous avons réduit le temps de travail à 35 heures, je voudrais vous rappeler que ce sont les 3 années les plus créatrices d'emplois de tout le siècle. Donc ça, c'est un fait, ce n'est pas une invocation idéologique, de tout le siècle. Et ça a rapporté, on est passé d'un déficit qui était à l'époque de 5,2 milliards en 1997 dans les caisses sociales, inclus la retraite, à un excédent de 800 millions. Et ensuite, on a eu un excédent de 1,2 milliard. Pour 100 000 emplois créés, c'est 1,3 milliard. Par conséquent, la réduction du temps de travail au sens de répartition du temps libéré pour la production de richesses entre capital et travail détermine le nombre de gens qui vont travailler et donc détermine les recettes qui viendront notamment pour payer les retraites. Alors il ne faut pas dire que c'est abstrait, il n'y a rien de plus concret que ça. Quelqu'un a-t-il un autre modèle économique à nous proposer? Oui, le ruissellement. Résultat, zéro.